Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la fin de la section 5 du chapitre 16. Chapitre 16, système dynamique linéaire. Section 5, système différentiel compagnon. Sous-section, allure du portrait de phase. Il s'agit de ces fameux 12 derniers slides, 94 à 105, dans lesquels on va représenter et analyser le portrait de phase dans les différents cas qu'on peut distinguer en termes de potentiel et d'amortissement. Ces 12 derniers slides constituent donc l'aboutissement de ce chapitre, l'aboutissement des enseignements d'algèbre linéaire de cette année, l'aboutissement de ce qu'on a démarré au premier semestre dans le chapitre équations différentielles, et du coup aussi l'aboutissement de tout ce que vous avez étudié au cours de l'année en lien avec ces équations différentielles, en physique, électrocinétique et en mécanique. 12 slides pour aboutir, c'est parti. Nous voilà au premier slide de cette section, sous-section allure du portrait de phase. Au cours de ces 12 slides, on va explorer l'allure du portrait de phase de ce système différentiel compagnon, équivalent à cette équation différentielle d'ordre 2. Le système, comme l'équation, dépendent de deux paramètres gamma et kappa, qui sont égaux au signe près, respectivement à la trace et au déterminant de cette matrice. Plus exactement, le déterminant est égal à kappa et la trace est égale à moins gamma. Du coup, on peut adopter ce plan trace-déterminant comme l'espace des paramètres de l'équation ou du système compagnon. Au cours de ces 12 slides, on va se promener dans cet espace des paramètres et en fonction de là où on se trouvera, on s'efforcera de représenter le portrait de phase et de le comprendre et de l'analyser. En se limitant, vous vous souvenez, plutôt au côté gauche qui correspond à un amortissement positif ou nul. C'est pour ça que le côté droit qui correspond à un amortissement strictement négatif est colorié en légèrement grisé. Et on va adopter une stratégie un peu surprenante qui est qu'au lieu de démarrer par les cas génériques, c'est les cas qu'on rencontre le plus souvent, donc les cas à l'intérieur des zones de couleur, on va plutôt démarrer par des cas singuliers, c'est-à-dire des cas situés sur les bords, les lignes de transition qui séparent les zones de différentes couleurs. On verra que ces cas singuliers sont souvent plus faciles à traiter et que ça facilitera ensuite l'étude des cas génériques qu'on pourra aborder en perturbant les cas singuliers, ce qui nous permettra en outre de bien comprendre les transitions entre ces cas génériques. Dernière remarque préliminaire, comme on traitera en général plusieurs cas par slide, de manière à avoir une certaine homogénéité dans l'ordre entre ces cas, on partira toujours du point du plan trace déterminant, le plus proche de l'origine, pour aller vers l'extérieur. Et donc on peut démarrer tout de suite avec nos trois premiers cas ABC, qui correspondent à kappa égale 0, gamma positif ou nul. Kappa égale 0, ça signifie qu'il n'y a pas de terme de force dérivant d'un potentiel dans l'équation. Dit autrement, potentiel neutre. Kappa égale 0, on est intermédiaire entre kappa positif, potentiel attractif, et kappa négatif, potentiel répulsif. Donc potentiel neutre et amortissement positif ou nul. Commençons par le cas A, le cas où les deux paramètres sont nuls. Dans ce cas, l'équation différentielle, elle prend la forme particulièrement simple, x de point égale 0. Physiquement, c'est le palais qui glisse sans frottement sur une patinoire, sur une surface de glace horizontale, ou le palais sur coussin d'air vu au lycée. Accélération nulle, donc vitesse constante. La vitesse x point, c'est la coordonnée y. La vitesse x point, c'est la coordonnée y. Donc si x point égale constante, la coordonnée y est constante, les trajectoires sont des horizontales. L'axe des abscisses est constitué d'équilibre. Vitesse nulle, la solution ne bouge pas. Et sur les autres droites horizontales, la solution se déplace à une vitesse proportionnelle à la coordonnée y. Donc vers la droite
au-dessus de l'axe des X, vers la gauche au-dessous de l'axe des X. C'est bien aussi ce qu'on voit sur l'applet matrix entry. Vous voyez, les deux paramètres sont nuls. La matrice A, compagnon matrix, comporte un seul coefficient non nul en haut à droite qui vaut 1. 0 est valeur propre double. Et on retrouve nos trajectoires horizontales. Et dans le plan de trace déterminant, on est bien situé à l'origine et on retrouve nos trajectoires horizontales. Alors, cette applet ne permet pas de visualiser la vitesse de déplacement des solutions le long d'une trajectoire. Donc, ne permet pas de voir que la vitesse de déplacement horizontale est proportionnelle à la coordonnée verticale. Mais ça, on peut le voir sur une autre applet, l'applet Vector Fields. Ici, j'ai choisi une condition initiale en orange à t égale 0, juste au-dessus de l'origine, dans le plan XY. Et maintenant, si je lance la dynamique en fonction de t, vous voyez la solution qui se déplace vers la droite au fur et à mesure que t avance. À t égale 0, elle est passée par la condition initiale, c'est normal. Puis elle avance lentement vers la droite parce qu'on est juste au-dessus de l'axe des x, donc y est petit positif. Pour y petit négatif, c'est l'inverse, on se déplace lentement vers la gauche. Et pour y un peu plus grand positif, condition initiale ici, on se déplace un peu plus vite vers la droite, etc., etc. Au passage, dans ce premier cas A, on a bien une valeur propre double et une matrice non diagonalisable, mais c'est un cas tellement spécifique qu'on ne l'avait pas traité dans les slides précédents. Bon, le cas non diagonalisable, on l'avait traité de toutes les façons en complément de cours, mais seulement pour une valeur propre non nulle. Mais bon, c'est une équation qui est tellement simple que vous avez vu, on a pu la traiter directement à la main. Passons au cas B et C, amortissement strictement positif. En ce cas, vous n'avez toujours pas de terme de force qui dérive d'un potentiel dans l'équation, mais cette fois-ci, vous avez un terme de dissipation. X de point plus gamma x point égale 0, avec gamma strictement positif. Du coup, le polynôme caractéristique, il a cette forme-là. Et on a deux valeurs propres distinctes. Une égale à 0, c'est normal, le déterminant vaut 0. Et l'autre égale à moins gamma. C'est normal aussi. Puisque la somme des deux valeurs propres, c'est la trace qui vaut moins gamma. Au passage, comme on est strictement sous la parabole, dans le cas B et C, c'est normal aussi qu'on ait deux valeurs propres réelles, puisque le discriminant est strictement positif. La valeur propre qui vaut 0, c'est la valeur propre qu'on a notée lambda plus. C'est la plus grande des deux, puisque l'autre qu'on a notée lambda moins, c'est celle qui correspond à moins gamma, qui est strictement négative. Deux valeurs propres réelles, deux directions propres réelles, matrice diagonalisable sur R, portrait de phase structuré par les deux directions propres réelles, qui sont elles-mêmes faciles à tracer, puisque vous vous souvenez, on a une expression explicite pour les vecteurs propres associés aux valeurs propres réelles, ou complexes d'ailleurs, les vecteurs propres, enfin un vecteur propre possible, il a pour expression 1, la valeur propre. Donc on a dessiné dans les cas B et C, à chaque fois la direction propre associée à la valeur propre nulle qui est horizontale, et la direction propre associée à la valeur propre strictement négative qui est orientée suivant le vecteur rouge, proche de l'horizontale si gamma est petit, et proche de la verticale si gamma est grand. Bon, la gamma égale 2, c'est pas spécialement grand, mais c'est pour donner l'idée. Physiquement, ces deux cas correspondent toujours à un palais qui glisserait sur une patinoire horizontale, mais cette fois-ci, on tient compte du frottement sur la glace. Côté gauche, KB, frottement très faible. Vous voyez au passage que le portrait de phase présente une certaine ressemblance avec celui côté gauche, c'est juste qu'on a légèrement penché les droites. L'axe horizontal est toujours constitué d'équilibre, mais cette fois-ci, qu'est-ce qui fait notre palais? Il suit cette droite oblique et il converge vers l'horizontale, sans jamais l'atteindre, mais disons il y a un point limite sur l'horizontale vers lequel il converge, qui est le point sur lequel il va s'arrêter. Même chose côté droit, sauf que cette fois-ci, sauf que côté droit, la glace glisse très mal, ou le support, disons, glisse très mal. Et donc l'amortissement est très rapide, la vitesse décroît très rapidement, et c'est le même principe, toute solution converge vers un équilibre sur l'horizontale, sans jamais l'atteindre, mais converge. C'est juste qu'elle converge beaucoup plus rapidement. Voyons tout ça sur l'applet Matrix Entry. On part du cas A où les deux paramètres sont nuls.
et on va glisser sur la gauche dans le plan trace déterminant, soit en utilisant le slider de la trace ici, soit en utilisant le slider du coefficient D ici. C'est la même chose. Bon, disons que je vais utiliser le slider de la trace. C'est parti. On se décale vers la gauche. Clac. Vous voyez les trajectoires? Vous voyez la continuité? Ici, on était à 0, trajectoire horizontale. Légèrement vers la gauche. Très légère dissipation. Les solutions ressemblent, mais cette fois-ci, leur énergie, leur vitesse n'est plus... Donc leur énergie cinétique n'est plus tout à fait constante. Elle décroît légèrement. Et les solutions convergent vers un équilibre. Et puis, plus je vais vers la gauche, plus la dissipation croît, plus l'amortissement est fort. On voit aussi les coefficients D qui se décalent vers la gauche en même temps. L'amortissement est de plus en plus fort. On le voit aussi sur la matrice en bas à droite, de plus en plus fort. Donc, c'est toujours le même type de portrait de face, c'est juste que la direction propre attractive devient de plus en plus verticale avec une valeur propre négative, de plus en plus négative. Et du point de vue physique, un palais sur notre patinoire horizontale qui frotte de plus en plus fort sur la glace pour s'arrêter de plus en plus rapidement. Ce que vous pouvez voir aussi sur la plaque vector field. Vous voyez la vitesse qui décroît, décroît, décroît. La vitesse de déplacement le long de cette droite n'est pas du tout uniforme. Vous allez de plus en plus lentement. Alors attention, sur cette applette, l'animation couvre un intervalle de temps entre t égale moins 15 et t égale 15. Puis quand le temps arrive à la date 15, ça recommence à t égale moins 15. Bon, pour mieux rendre compte du phénomène, j'ai choisi une condition initiale un peu plus proche de l'équilibre asymptotique. On lance l'animation. La solution décroît en vitesse. Sa vitesse devient de plus en plus faible et elle converge vers sa position finale. Quand on va arriver à t égale 15, clac, on va repartir de la condition initiale, la position à t égale moins 15 qui est un peu en dehors du carré noir, et puis ça recommence. Puis l'animation boucle comme ça. D'accord ? On va le faire encore une fois. Voilà. Donc surtout, vous voyez l'idée, il faut bien avoir en tête que la vitesse de déplacement sur cette droite oblique n'est pas du tout uniforme. On décroît en vitesse. Et si l'animation continuait jusqu'à t égale plus l'infini, ben on verrait la solution se rapprocher de sa limite. Au bout d'un moment, on ne la verrait plus bouger, comme ce que vous voyez là. Et on a terminé pour ce premier slide. On passe au slide suivant. On va maintenant explorer ces cas ABC, c'est-à-dire ce qui se passe si la dissipation gamma est nulle et que la force dérivant du potentiel est répulsive. Potentiel répulsif, amortissement nul. Potentiel répulsif, amortissement nul. Dans ce cas-là, l'équation différentielle s'écrit x2 point égale moins kappa x avec moins kappa strictement positif. L'équation caractéristique s'écrit lambda 2 égale moins kappa. Et par conséquent, on a deux valeurs propres, réelles et opposées, qui valent plus ou moins racine de moins kappa. L'expression des vecteurs propres, elle n'a pas changé, elle vaut toujours 1 la valeur propre. Et comme on a deux valeurs propres opposées, réelles, eh ben on a deux vecteurs propres symétriques par rapport à l'axe horizontal, ou dit autrement, image l'un de l'autre par le flip au bas dans R2. Image l'un de l'autre par le flip au bas dans R2. Cette expression des vecteurs propres permet de tracer les directions propres dans les trois cas. La taille des coordonnées verticales des vecteurs propres, c'est racine de moins kappa. Donc c'est petit dans le cas A, petite taille verticale, moyen dans le cas B, en l'occurrence 1, la taille verticale de la coordonnée des vecteurs propres, et grande dans le cas C, et vous tracez les autres trajectoires comme vous savez le faire dans le cas d'un col. En respectant bien à chaque fois le fait que quand vous traversez l'axe horizontal, la coordonnée Y vaut 0, la coordonnée Y c'est x point, donc c'est la vitesse de variation instantanée de la coordonnée x. Si vous traversez, c'est que Y est en train de varier au premier ordre, mais si vous êtes sur l'horizontale, c'est que x point vaut 0, donc x ne varie pas au premier ordre. Donc le vecteur tangent à la trajectoire, il est vertical sur l'axe horizontal. Pareil ici. Et pareil dans les autres cas. Et ça sera vrai tout le temps, dans tous les cas. Le cas A, c'est un cas où les deux paramètres sont proches de 0. Vous voyez, il y a une certaine continuité entre le portrait de face du cas A et le portrait de face du cas A du slide précédent, pour lesquels les deux paramètres valaient 0. Si kappa était vraiment très petit, cette zone-là
serait très écrasée, très fine, et vu de loin, disons, vous auriez un portrait de phase qui ressemble vraiment beaucoup à celui-là. Un dernier commentaire sur ces trois portraits de phase. Vous le voyez, ils sont symétriques au bas, pas seulement au niveau des deux directions propres réelles, mais au niveau de toutes les trajectoires. Et ça, c'est lié au fait que, comme il n'y a pas de dissipation, il n'y a pas de terme d'ordre 1 en temps dans l'équation. Par conséquent, si on a une solution x de t de l'équation, x de moins t, parcouru dans le sens en remontant le temps, est encore solution. Pourquoi? Parce que quand vous dérivez une fois x de moins t, ça fait apparaître un signe moins. Quand vous la dérivez deux fois, ça fait moins moins, ça fait plus. Ces deux solutions, elles prennent les mêmes valeurs parcourues dans le sens du temps opposé. Mais si vous tracez leur trajectoire dans le plan de phase, dans le plan x, x point, et bien cette fois-ci, toujours en des temps opposés, elles prennent les mêmes valeurs en x, mais des valeurs opposées en x point, puisque quand vous dérivez par rapport au temps, ça fait sortir un signe moins. Donc elles correspondent à des trajectoires symétriques au bas et parcourues dans des sens opposés. Exactement ce que vous voyez sur les trois dessins. Et c'est valable pour les trajectoires hors des directions propres, comme pour les trajectoires sur les directions propres. Bon, à la limite, cette symétrie, c'était un petit bonus qui n'était pas absolument indispensable pour tracer les portraits de phase. En tout cas, ça éclaire le fait qu'il y a bien cette symétrie au bas dans tous les cas. Et on la retrouvera à dissipation nulle dans la zone jaune, un peu plus loin. On va regarder tout ça sur l'appelette. Et nous voilà sur notre appelette préférée. On va repartir de l'origine dans le plan de trace déterminant. On va laisser la trace nulle et on va décroître, faire descendre ce déterminant. Déterminant qui vaut kappa, le paramètre c il vaut moins kappa, donc faire descendre le déterminant avec ce slider ou de manière équivalente, monter le paramètre c avec ce slider. Ce faisant, on va passer dans le bleu et la valeur propre double ici va se dédoubler en deux valeurs propres bleues réelles opposées. On y va. Voilà, là j'ai très légèrement fait décroître le déterminant, je l'ai rendu très légèrement négatif, vous voyez, moins 0,05. On ne peut pas faire moins. La valeur propre s'est bien dédoublée. Le portrait de phase est devenu bleu, il est labellisé maintenant saddle.cell. Et on retrouve l'allure du portrait de phase qu'on avait dans le cas A. Si je continue à partir de là à diminuer le déterminant, qu'est-ce qu'on voit? La croix bleue descend, les directions propres deviennent de moins en moins horizontales, et lorsque le déterminant vaut moins 1, on obtient ce dessin très symétrique avec les directions propres à 45 degrés par rapport à l'horizontale et à la verticale qu'on avait obtenu ici dans le KB, qu'on avait ici dans le KB. Puis si je continue à diminuer le déterminant, les directions propres deviennent de plus en plus verticales. Et on se retrouve avec quelque chose qui ressemble au cassé. Bon, on en a dit suffisamment sur ces trois portraits de phase, on peut passer au slide suivant. Et dans le slide suivant, on va à nouveau s'intéresser aux trois mêmes cas A, B, C. Amortissement nul, kappa strictement négatif, petit, moyen, grand. Mais cette fois-ci, on va s'y intéresser du point de vue de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'on sait que du fait que l'amortissement gamma est nul, l'énergie, elle n'est pas amortie, elle n'est pas dissipée, elle est conservée. Et donc constante dans le temps pour n'importe quelle solution. Vous l'avez sûrement vu en physique et en mécanique, mais allons revoir où ça se trouve dans le cours d'équations différentielles, sous-chapitre 2, système libre, généralité, potentiel et énergie. Potentiel et énergie, dérivée en temps de l'énergie pour l'équation du second ordre, qui vaut 0 si la dissipation est nulle, si l'amortissement est nul, avec la notation petit u du cours d'équations différentielles, qui est devenu petit x dans le chapitre 16. Alors l'énergie d'une solution, vous savez qu'elle a cette expression. C'est la somme d'un terme qu'on peut qualifier d'énergie cinétique, même si c'est une terminologie qui est un petit peu spécifique de la mécanique, mais nous on va appeler ça en tout cas énergie cinétique. Bon, il n'y a pas de masse, parce qu'on a normalisé la masse à 1, et d'un terme d'énergie dite potentielle, avec notre potentiel V de x qui vaut kappa x2 sur 2. Donc cette énergie, vous pouvez la voir comme une fonction E de deux variables, position
vitesse. Et ces deux variables, c'est précisément nos deux coordonnées de notre plan de phase. Position et vitesse, y égale x point. Et donc l'énergie fait intervenir cette fonction E de deux variables x, y, dont voici l'expression. La somme d'un terme quadratique y2 sur 2, indépendant des paramètres de l'équation, et d'un autre terme quadratique, mais en x cette fois-ci, kappa x2 sur 2, qui lui dépend du paramètre kappa de l'équation. Le graphe de cette fonction E, c'est la surface d'équation z égale e de xy, j'ai mis la coordonnée z verticale ici dans les trois dessins. Donc c'est une nappe, c'est une surface au-dessus du plan xy. Alors vous voyez, dans ces trois cas, on a représenté non seulement l'allure du graphe de cette fonction e de xy, mais également à chaque fois dans le plan xy, l'allure de ces ensembles de niveaux. Pour les ensembles de niveaux, vous connaissez la définition, c'est les ensembles sur lesquels la fonction prend une même valeur. Comme les lignes de niveau sur une carte, qui représentent des points de même altitude. Alors dans le cas qu'on est en train de regarder, amortissement nul, c'est particulièrement intéressant de regarder l'allure de ces fonctions énergie et donc de leurs ensembles de niveaux. Pourquoi? Parce que puisque l'énergie est constante dans le temps le long d'une solution, et bien les trajectoires dans l'espace des phases, le plan de phase XY, elles doivent nécessairement suivre les ensembles de niveaux de l'énergie. Et donc quand vous dessinez les ensembles de niveaux de l'énergie, et bien vous retrouvez en gros l'allure de l'espace des phases. À ceci près que sur les ensembles de niveaux de l'énergie, vous n'avez pas le sens de parcours. Vous voyez, là j'ai rajouté quelques petites flèches qui indiquent sur ces ensembles de niveaux de l'énergie quel est le sens de parcours sur ces ensembles de niveaux qui sont donc des trajectoires, le sens de parcours des solutions. Mais en tout cas, vous pouvez observer qu'effectivement, dans ces trois cas, on retrouve bien une allure des ensembles de niveaux qui correspond à l'allure des portraits de phase du slide précédent. On revient au slide précédent. Nous y voilà, avec à chaque fois un portrait de phase de type col. Vous les voyez bien. Maintenant, on va revenir au slide suivant, ensemble de niveaux d'énergie. On va retrouver des dessins similaires. Les voilà, les trois. Avec à la clé une illustration beaucoup plus concrète de la terminologie. Col. On donne le nom de col à ces portraits de phase parce qu'ils ont les mêmes allures que les ensembles de niveaux d'un col. D'un col au sens topographique, si vous voulez. Vous le voyez, il est là le col entre deux vallées. Alors il ne reste plus qu'à se convaincre que notre fonction énergie a bien une forme qui est donnée par ces trois figures dans les trois cas. Et comme l'expression de l'énergie est simple, la forme de cette surface est aussi, dans les trois cas, assez simple à comprendre. Si vous fixez la coordonnée x et que vous faites varier seulement y, vous avez le graphe d'une parabole, concavité vers le haut, et qui ne dépend pas du paramètre kappa, donc qui est la même pour les trois dessins. Concavité vers le haut, concavité vers le haut, et concavité vers le haut. Attention, sur le troisième dessin, ça paraît un peu plus écrasé quand on varie en y. C'est une illusion, c'est parce que l'échelle est un peu différente. L'échelle verticale est plus écrasée. Donc en fait, il faut penser aux trois paraboles que j'ai dessinées en rouge comme identiques à translation près. Et de la même manière, si vous faites varier y à partir d'un autre point du plan, c'est toujours la même parabole à une constante additive près. Donc la courbure en y, elle est vers le haut et constante. Et la courbure en x, c'est-à-dire si à présent vous fixez y et vous faites varier x, vous obtenez à nouveau le graphe d'une parabole, cette fois-ci concavité dirigée vers le bas puisque kappa est négatif, et cette fois-ci l'intensité de la courbure vers le bas va dépendre de la taille de kappa. Kappa petit, légère courbure vers le bas quand vous faites varier x. Kappa moyen, courbure vers le bas moyenne. Kappa grand, courbure vers le bas, forte, plus prononcée. D'autant plus que vous voyez, il y a une petite illusion d'optique ici, la coordonnée verticale est un peu écrasée, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est pas tout à fait la même échelle. Donc il faut penser ici que c'est en fait, il faut penser aux variations verticales ici comme étant plus accentuées que ce qu'elles apparaissent sur le dessin.
Et donc on ne va pas en dire davantage sur ce slide. Le but était de faire le lien entre l'expression de l'énergie avec les deux courbures, vers le haut constante, vers le bas dépendante de la taille de K, kappa, l'allure des ensembles de niveaux qu'on peut en déduire au moins intuitivement, et l'allure des portraits de phase. On passe au slide suivant, 97. Et regardez comme il est super cool le slide 97. Il va permettre de faire le lien entre plein de facettes qu'on connaissait déjà sur les solutions de ces équations différentielles linéaires d'ordre 2. Bon, ici, dans le cas d'un potentiel répulsif et d'un amortissement nul, on connaissait l'expression des solutions en fonction des deux paramètres C+, et C-, les 9 cas définis par les signes positifs, négatifs ou nuls de C+, et de C-, 3 fois 3 égale 9, le caractère robuste ou non robuste de ces 9 cas. Bon, c'est non robuste, c'est-à-dire fragile si un au moins des coefficients C+, et C- vaut 0, sinon c'est robuste, si les 4 derniers cas. Le signe de l'énergie dans ces 9 cas, l'allure des graphes des solutions x de t en fonction de t, et le comportement des solutions par rapport au potentiel. Ce qu'on va faire en plus, maintenant, c'est le lien avec le portrait de phase. Et c'est un lien qui ne va pas être bien difficile à faire, puisque vous voyez, sur le dessin du potentiel, comme sur le dessin du portrait de phase, l'abscisse, c'est x dans les deux cas. Donc pour justifier les numéros associés aux différentes trajectoires, il suffit de les mettre en correspondance avec les différents comportements distingués sur la figure du potentiel. Et on peut même s'aider du fait que la coordonnée y représente x points. Allez, on y va. La solution numéro 1, elle ne bouge jamais. Donc c'est ce point-là. La solution numéro 2, x vient de la valeur 0 et part vers moins l'infini. La vitesse est tout le temps négative. Il s'agit de cette solution sur la direction propre, répulsive. La solution 3, c'est pareil, la solution vient de 0 en x et part vers plus l'infini cette fois-ci. La vitesse est toujours positive. C'est cette solution sur l'autre demi-droite de la direction propre, répulsive. La solution 4, c'est une solution qui converge vers 0 par valeur négative. La vitesse est toujours positive. La voilà, sur la direction propre attractive. La 5, elle fait la même chose en venant de la droite. La voilà, toujours sur la direction propre attractive. La 6, elle traverse la barrière de potentiel de gauche à droite. La vitesse est toujours positive. La voilà. La 7, c'est la même chose, elle traverse, mais de droite à gauche. La vitesse est toujours négative. La voilà. Et la 8 n'a pas suffisamment d'énergie, d'impulsion pour passer la barrière de potentiel. Donc elle rebondit et repart. X est tout le temps négatif, mais change de monotonie. La voilà. Au passage, le point marqué en vert ici, où la vitesse de la solution s'annule, correspond à ce point-là, où la vitesse y égale x point de la solution s'annule. Et puis pour finir, la trajectoire, la solution 9, de type 9, fait la même chose, mais côté droit. Donc la voilà. Et on va en profiter pour faire le lien entre le signe de l'énergie dans ce tableau et le graphe de l'énergie slide précédent. L'énergie, on a normalisé le potentiel pour qu'elle vaille 0 à l'origine, x égale 0, y égale 0. À partir de ce point, si on se déplace dans la direction y, courbure vers le haut, l'énergie est strictement positive. Et on retrouve bien le fait que nos solutions 6 et 7, qui passent la barrière de potentiel, elles ont une énergie strictement positive. A l'inverse, si toujours à partir de l'origine, on se déplace dans la direction de x, courbure vers le bas, l'énergie devient strictement négative. Quand on se déplace en x à partir de l'origine, l'énergie devient strictement négative. Et on retrouve le fait que nos solutions de type 8 et 9, qui ricochent sur la barrière de potentiel parce qu'elles n'ont pas l'énergie suffisante pour la passer, elles ont une énergie strictement négative. Et à la frontière entre ces zones d'énergie strictement positive et ces zones d'énergie strictement négative, on a nos deux directions propres. Et comme sur ces directions propres, on a des solutions qui convergent soit dans le passé, soit dans l'avenir,
vers l'origine, et qu'à l'origine l'énergie vaut 0, et que l'énergie est constante le long des solutions, et bien l'énergie sur ces directions propres vaut 0. Ou bien on peut dire que les trajectoires sont des ensembles de niveaux de l'énergie. Donc vous voyez, cet ensemble de niveaux de l'énergie, il touche l'origine, et à l'origine on sait que l'énergie vaut 0. Donc sur la croix constituée des deux directions propres, l'énergie vaut 0. Ce qui est bien ce qu'on avait dit dans le cours d'équation différentielle, et c'est cohérent avec l'allure de ces fonctions énergie et les ensembles de niveaux. Et on en a suffisamment dit sur ce cas d'un potentiel répulsif amortissement nul. On va poursuivre avec un amortissement nul, mais cette fois-ci, on va considérer un potentiel attractif. On y va tout de suite. Nous y voilà, potentiel attractif amortissement nul, potentiel attractif amortissement nul, amortissement nul, potentiel attractif de plus en plus attractif quand on passe de A à B à C. Dans ce cas-là, l'équation différentielle, elle s'écrit toujours x de point plus kappa x égale 0. Le polynôme caractéristique, il s'écrit toujours lambda 2 plus kappa égale 0. Mais comme cette fois-ci, kappa est strictement positif, vous avez deux valeurs propres, plus ou moins i racine de kappa. Et comme ce racine de kappa représente une pulsation, on le note oméga. Alors là, vous vous dites, oulala, des racines complexes conjuguées, ça va être hyper compliqué. Pas du tout. D'après ce qu'on a vu dans la section 4, on sait qu'on peut se ramener par conjugaison, par changement de base, à une matrice conforme, dont les coefficients diagonaux valent la partie réelle des valeurs propres, c'est-à-dire 0, enfin ici 0, et puisque oméga est la partie imaginaire de la valeur propre, deux parties imaginaires positives, les coefficients sur l'autre diagonale, c'est moins oméga, oméga. Donc après changement de base, les trajectoires seront des cercles, et avant changement de base, ce sera des ellipses. Et pour trouver comment les cercles, après changement de base, sont transformés en des ellipses par le changement de base, il faut écrire la matrice de changement de base. La matrice de changement de base, elle est obtenue à partir d'un vecteur propre pour la valeur propre lambda. On sait qu'un tel vecteur propre, il a pour expression un lambda, enfin c'est un vecteur propre possible, ça c'est comme en réel, c'est-à-dire 1 i oméga. Et on sait que pour trouver les deux colonnes de notre matrice de changement de base Q, il faut prendre la partie réelle de W. Attention à ne pas confondre la notation W avec la notation oméga, là, manuscrit, j'ai un peu de mal. En tout cas, la partie réelle de W, c'est le vecteur 1, 0. Et la deuxième colonne de la matrice de changement de base Q, c'est la partie réelle de IW, qui vaut donc 0 moins oméga. Vous voyez, c'est particulièrement cool, parce que les deux vecteurs de la nouvelle base, ils sont orthogonaux. Du coup, les axes principaux de nos ellipses, on le voit dans les trois cas, enfin dans le cas du milieu, c'est carrément des cercles, puisque oméga vaut 1. Donc l'amplitude des deux colonnes, la colonne rouge et la colonne bleue de la matrice Q, ces deux amplitudes sont égales, donc les trajectoires sont encore des cercles après changement de base. Attention, ça tourne dans le sens horaire, toujours, pour avant changement de base. Mais dans les deux autres cas, A et C, comme la nouvelle base est une base orthogonale, les cercles sont transformés en des ellipses dont les axes principaux sont l'axe horizontal et l'axe vertical. Dans le cas A, potentiel faiblement attractif, kappa est petit, donc oméga est relativement petit. Et donc le vecteur bleu a une amplitude plus petite que 1. Et donc les trajectoires sont écrasées, en quelque sorte, les cercles sont contractés dans la direction verticale, on va dire. Puis à l'inverse, dans le cas C, le cas fortement attractif, kappa est entre guillemets grand, donc oméga aussi. Donc le vecteur bleu a cette fois-ci plus long que le vecteur rouge. Et donc les cercles après changement de base sont transformés par le changement de base en des ellipses dans la base initiale, des ellipses qui sont au contraire par rapport au cercle, dilatées dans la direction verticale. Ici, elles étaient écrasées dans la direction verticale. Ici, elles sont dilatées dans la direction verticale, à partir des cercles. Attention, ce oméga petit, moyen, grand, il ne va pas seulement conditionner l'allure de ces cercles ou de ces ellipses écrasées ou dilatées dans la direction verticale, c'est aussi ce oméga, et c'est avant tout une pulsation.
Donc il conditionne la vitesse à laquelle les solutions tournent sur ces trajectoires. Côté gauche, oméga petit, ça tourne lentement. Au milieu, ça tourne moyennement vite. À droite, ça tourne vite. Prenez la trajectoire qui part du point 1, 0, ce point-là. Côté gauche, vous allez faire le tour en passant par des ordonnées proches de 0. Et l'ordonnée, c'est précisément la vitesse. Ici, vous aurez une vitesse négative mais faible. Ici, une vitesse positive mais faible. Vous allez tourner lentement. Le même point de départ côté droit, vous allez aussi faire un tour, mais en passant par des valeurs de vitesse plus importantes. Et donc, vous allez vous déplacer plus vite sur cette ellipse dilatée verticalement. Donc, vous allez tourner plus vite. On voit tout ça sur les applets. On part toujours de notre point de départ, le cas où les deux paramètres valent 0. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut, dans le plan trace déterminant, monter verticalement le long de cet axe. Donc on va augmenter le déterminant en utilisant ce slider. Ou de la même manière, comme c est égal à moins kappa et donc à moins le déterminant, diminuer le paramètre c en utilisant ce slider. Bon, je vais utiliser plutôt le slider déterminant, mais ça revient au même. Qu'est-ce qu'on va voir au niveau des valeurs propres? Elles vont devenir imaginaires pures. On y va, j'augmente légèrement le déterminant. Tout de suite, vous voyez, j'ai à peine augmenté, les valeurs propres se sont dédoublées en deux valeurs propres distinctes imaginaires pures, et les trajectoires sont devenues ces ellipses écrasées. Vous voyez au passage la continuité, K dégénéré, K légèrement répulsif, K légèrement attractif. Il y a une continuité des trajectoires. Même s'il y a un changement qualitatif quand c égale 0, il y a à la fois un changement qualitatif et une continuité quantitative. Là, les ellipses sont fortement écrasées parce que kappa est petit, donc le déterminant est petit. J'ai dit que j'utilisais le slide déterminant, j'ai utilisé un peu c, mais peu importe, c'est la même chose. Là, je vais continuer à augmenter le déterminant et on voit que les ellipses s'arrondissent de plus en plus. En fait, elles s'étendent, elles se dilatent de plus en plus verticalement jusqu'à devenir des cercles. Ici, c égale moins 1, donc kappa égale 1. C'est le cas B. L'applet nous donne un seul cercle, mais si on clique, ça fait d'autres cercles. C'est le cas B. Et puis, si on augmente encore le déterminant, ces cercles vont se dilater verticalement en des ellipses dilatées dans la direction verticale. Si on veut voir la vitesse de parcours des trajectoires, il faut aller à l'autre applet. A égale 0, B égale 1, on est bien dans le cas d'une matrice compagnon. D égale 0, dissipation nulle. C légèrement négatif. Potentiel légèrement attractif. Les trajectoires sont des ellipses écrasées verticalement. Le petit rayon de l'ellipse, le rayon ici, dans la direction principale verticale, il vaut racine de moins c. Donc il n'est pas aussi petit en taille que c, parce que la fonction racine, la racine d'un nombre petit est plus grande que ce nombre. Et si on lance l'animation, on voit que la solution tourne sur cette ellipse avec une fréquence faible, une pulsation faible. La pulsation, elle vaut à nouveau la racine de moins c. Là, on a cette fois-ci pris un c, entre guillemets, grand négatif, bon, pas si grand que ça, moins 4, mais enfin, plus grand que précédemment. Au passage, c égale moins 4, ça fait kappa égale 4, c'est exactement le cas c. Donc on a notre ellipse dilatée verticalement, et cette fois-ci, si on lance l'animation, on voit que ça tourne beaucoup plus vite. Nous revoici sur les portraits de phase. Et pour terminer sur ce cas potentiel attractif amortissement nul, il nous reste une dernière chose à faire, laquelle? Le lien avec le graphe de l'énergie, bien sûr. L'énergie, son expression n'a pas changé. La seule chose qui a changé, c'est le signe de kappa. À présent, kappa, il est positif. Et donc les deux courbures de cette fonction énergie, la courbure quand on fait varier x à y fixé, et la courbure quand on fait varier y à x fixé, elles sont toutes les deux positives, ces deux courbures, vers le haut. D'où l'allure des graphes. La courbure dans la direction de y, quand on fait varier y, c'est la même dans les trois cas, puisque le terme y ne dépend pas du paramètre kappa. Et attention, c'est trompeur sur les dessins. Sur les dessins, on ne voit pas très bien que c'est la même courbure. Côté droit, on a l'impression que la courbure est plus faible. C'est une illusion, c'est parce que l'échelle est écrasée verticalement. Donc c'est bien la même courbure dans les trois cas.
le fait que l'échelle soit écrasée verticalement, c'est pas trop embêtant parce que ça ne change pas les ensembles de niveaux. Et ce qui nous intéresse, au final, c'est bien les ensembles de niveaux. En tout cas, la courbure dans la direction de y, c'est la même dans les trois cas. Et la courbure, quand on fait varier la variable x, elle est faible ici, moyenne au milieu et grande à droite. Au milieu, kappa vaut 1, les deux courbures, quand on fait varier x, quand on fait varier y, les deux dérivées secondes, si vous voulez, sont égales. Donc on a un graphe symétrique des ensembles de niveaux qui sont des cercles. Et puis à gauche et à droite, c'est plus courbé dans une direction que dans l'autre. Donc ces cercles deviennent des ellipses. Dans la direction de y, côté gauche, les ellipses se sont écrasées. Y, c'est la direction verticale dans le plan xy. Les ellipses sont écrasées dans la direction verticale. Elles sont dilatées dans la direction verticale côté droit. J'ai rajouté quelques flèches ici. Et on retrouve bien le fait, en lien avec le fait que amortissement nul, énergie conservée, les ensembles de niveaux de la fonction énergie, dans chacun des cas, sont aussi des trajectoires de l'espace des phases. Vous pouvez maintenant lire les trajectoires dans l'espace des phases avec un œil nouveau, c'est-à-dire en imaginant le graphe de l'énergie dans une troisième dimension orthogonale au plan du slide. Côté gauche, kappa petit, le graphe de l'énergie est très ouvert dans la direction de x. Vous le voyez ici, le graphe est très ouvert dans la direction de x, il monte lentement, d'où les ensembles de niveaux écrasés dans la direction y, ce qu'on a bien ici. Côté droit à l'inverse, l'énergie est très fermée dans la direction de x. L'énergie est très fermée dans la direction de x, c'est-à-dire que ça se referme, ça monte très vite. Et donc les ensembles de niveaux sont dilatés dans la direction y ou écrasés dans la direction x. Et c'est bien cohérent avec les ellipses qu'on avait dessinées à partir de notre changement de base, de notre conjugaison à une matrice conforme pour laquelle le portrait de phase est constitué de cercles via le changement de base. Donc l'ellipticité donnée par cette valeur de oméga. Et voilà, on a terminé d'étudier tout ce qui se passe à amortissement nul. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va rajouter de l'amortissement. À partir de ces cas-là, on va passer dans la zone bleue. Et à partir de ces cas-là, on va passer dans la zone jaune. On revient au sommaire pour voir tout ça. On va commencer par la zone bleue, puis ensuite, on traitera la zone jaune. Dans la zone bleue, on veut passer de là à là. Là, c'était le cas amortissement nul. Donc, delta égale 0, deux valeurs propres réelles, opposées, de moyenne nulle. Quand vous passez là, vous ajoutez de la dissipation. La moyenne des valeurs propres se décale vers la gauche. Elles sont toujours réelles de signe opposé, puisqu'on est dans la zone bleue. Mais la valeur propre négative est de plus grande taille que la valeur propre positive. Par rapport à ces trois schémas-là, qui étaient des schémas obtenus à amortissement nul, on aura toujours des portraits de phase de type Col, mais avec des valeurs propres lambda plus et lambda moins, qui ne seront plus opposées, mais qui seront en quelque sorte décalées vers le bas. Toujours de signe opposé, mais un lambda moins plus grand en taille que lambda plus. Allons voir ce que ça donne. Ça donne ça. On a considéré deux cas, avec une même dissipation gamma strictement positive dans les deux cas, en l'occurrence gamma égale 2, et un paramètre kappa strictement négatif, petit dans le premier cas, pas petit, relativement grand dans le second cas. Ce qui est indiqué ici en légende. On l'a dit, on est dans la zone bleue, donc les deux portraits de phase sont de même nature, ce sont tous les deux des cols, avec une direction propre répulsive, valeur propre positive, une direction propre attractive, valeur propre négative. Mais l'allure précise des deux portraits de phase, elle dépend des valeurs exactes des valeurs propres. Dans les deux cas, la moyenne des valeurs propres vaut moins 1, puisque kappa égale 2. Mais dans le cas A, kappa est petit. Or kappa, c'est le déterminant, donc c'est le produit des valeurs propres. Si les valeurs propres ont pour moyenne moins 1 et que leur produit est petit, c'est que la valeur propre positive, ici, est proche de 0. Ce qui se traduit par le fait que la direction propre répulsive n'est pas très inclinée, elle est assez proche de l'horizontale. Ça se traduit aussi par le fait que
Si on regarde une solution comme une combinaison linéaire de deux modes propres, une composante suivant la direction propre attractive et une composante suivant la direction propre répulsive, et bien la composante répulsive, le mode propre répulsif, il est un peu poussif. Certes, cette composante répulsive, elle croît, mais il faut vraiment attendre que la composante attractive se soit écrasée sur 0 pour que la croissance de cette composante répulsive devienne vraiment sensible. Ce qui est cohérent avec le fait que kappa représente aussi l'intensité de la force répulsive, puisque kappa est négatif, qui dérive du potentiel. Côté gauche, Ka, on a un potentiel légèrement répulsif. Dans le Kb, à l'inverse, les valeurs n'ont rien de très particulier. La valeur propre répulsive vaut 1, la valeur propre négative vaut moins 3. On peut visualiser tout ça sur la plate. Vous voyez, on a choisi D égale moins 2, donc une dissipation gamma qui vaut 2. Et on démarre avec un kappa légèrement négatif, donc on est bien dans la zone bleue, mais ça correspond au Ka. On le voit aussi au niveau des valeurs propres ici, la valeur propre positive est vraiment très proche de 0. Et puis qu'est-ce qu'on va faire? On va aller du Ka au Kb. Autrement dit, on va progressivement abaisser la valeur du déterminant en laissant la dissipation, l'amortissement inchangé. Et qu'est-ce qu'on va voir se produire au niveau des valeurs propres? Eh bien, les deux valeurs propres vont s'éloigner. La valeur propre positive va devenir de plus en plus grande positive, la négative de plus en plus grande négative. Ce qui va se traduire au niveau du portrait de phase par le fait que les deux directions propres vont aussi s'éloigner. Sauf qu'au niveau des directions propres, c'est surtout sur la direction propre répulsive que ça va être sensible, parce que celle-là, elle part de plus bas en quelque sorte. Elle part presque de l'horizontale. Donc je vous ai décrit ce qui va se passer. Maintenant, je vais le mettre en œuvre. On y va, je diminue progressivement la valeur du déterminant. Tout doucement, j'essaie d'aller doucement. Vous voyez que les valeurs propres s'éloignent et que les directions propres s'éloignent en direction. Mais c'est surtout la direction propre répulsive dont l'angle varie le plus, je vous dis, parce que celle-là, elle partait presque de l'horizontale. Voilà. Et allez, on est arrivé à moins 3, ce qui était, je crois, la valeur du déterminant dans le second cas. On peut aussi voir l'animation dynamique sur l'autre applet. Vous voyez, on a bien A égale 0, B égale 1, système compagnon, D égale moins 2, gamma égale 2, et C légèrement positif. C c'est moins kappa, donc kappa légèrement négatif. On reconnaît l'allure du portrait de phase du Ka précédent. Et là, je vais lancer l'animation. T égale 0, ça correspond au point orange. Vous voyez, là, on est juste un petit peu avant le temps T égale 0. On est ici au point jaune, la condition initiale. Quand je vais lancer l'animation, la solution qui part du point jaune va très vite s'écraser sur le point orange, et puis ensuite elle va croître plus lentement, ce qui traduit le fait que la direction propre attractive est plus attractive que la direction propre répulsive des répulsifs. On y va, attention, ça va aller très vite, je lance l'animation. Clac, vous avez vu, le point jaune s'est écrasé très vite sur l'horizontale, puis ensuite c'est quand même une croissance exponentielle, hein, c'est une direction propre. Alors ça recommence, c'est une croissance exponentielle, mais beaucoup plus lente. Voilà, une dernière fois pour le plaisir. Voilà, une dernière chose qu'on peut observer sur ces deux portraits de phase, c'est le fait que à chaque fois qu'une trajectoire coupe l'axe horizontal, ici, ici, ici et ici, et bien le vecteur vitesse est vertical. Je les ai dessinés à la main, donc ils ne sont pas super verticaux, mais les vrais vecteurs vitesse, eux, ils sont verticaux. On le voit, là, en ces 4 points, les trajectoires sont tangentes à la verticale lorsqu'elles coupent l'axe des x. Et ça, c'est normal. C'est normal puisque la composante verticale y, elle vaut x points. Donc elle vaut la variation, la vitesse de variation de x. Si la composante verticale s'annule, la vitesse de variation de x s'annule. Autrement dit, la composante horizontale du vecteur vitesse s'annule. Ça se voit aussi très bien sur l'expression générale du second membre, donc du champ de vecteurs associé à une matrice compagnon. Y égale x point. Si y égale 0, et bien, ce vecteur qui représente le vecteur du champ au point xy, sa composante horizontale s'annule. Et donc si la deuxième composante n'est pas nulle, il est vertical, ce qui est le cas sur les 4 points ici. Bien sûr, la deuxième composante
peut aussi s'annuler, ce qui se produit à l'origine, où les deux composantes s'annulent, l'origine est un équilibre. Mais sur l'horizontale, si la deuxième composante n'est pas nulle, le vecteur du champ, qui est tangent à la trajectoire, est vertical. Et ça, c'est général. J'ai fait cette remarque dans ce cas particulier, mais c'est vrai pour tous les portraits de phase des matrices compagnons. Vous voyez que les vecteurs du champ de vecteurs gris, sur l'axe horizontal, ils sont verticaux. Et ça, ce sera toujours le cas pour le champ de vecteurs d'un système différentiel compagnon. Et on en a dit largement suffisamment sur ce cas. Et on va passer au cas suivant. On repart du côté des potentiels attractifs, zone en jaune, et on va rajouter de l'amortissement. On y va tout de suite. Potentiel attractif, kappa est strictement positif. En fait, dans les trois cas, on aura kappa égale 1. On le voit, les trois cas ABC ils sont alignés sur la même horizontale. Kappa égale 1 à chaque fois. Et puis amortissement faible, puisqu'on va rester dans la zone jaune. Faible mais progressif, depuis très petit pour le cas A, un peu plus grand, un peu plus grand. Dans les trois cas, on a des valeurs propres complexes conjuguées, dont on sait calculer les expressions. Donc on sait que notre matrice A est conjuguée à une matrice compagnon de cette forme. Le vecteur propre associé à la valeur propre lambda de partie imaginaire positive, il a cette expression, comme toujours. Donc cette expression. Et donc la partie réelle de ce vecteur propre qu'on a choisi de représenter en rouge, elle a cette expression. Et la partie réelle de IW, qu'on a choisi de représenter en bleu, elle a cette expression. Et ces deux vecteurs rouge et bleu nous fournissent les deux colonnes de la matrice Q de changement de base qui conjuguent notre matrice compagnon A à cette matrice conforme. Finalement, les tracés des portraits de phase, ils vont dépendre de deux éléments. D'une part, les tailles relatives de delta et de oméga. Oméga nous dit à quelle vitesse ça tourne. Delta nous dit à quelle vitesse ça se rapproche de 0. Donc si delta est petit devant oméga, pendant que les trajectoires font un tour, elles se rapprochent peu de l'origine. Et si delta est grand devant oméga, à chaque fois que les trajectoires font un tour, elles se rapprochent beaucoup de l'origine. En fait, même côté droit, les trajectoires, elles font une infinité de tours. C'est juste qu'elles se rapprochent tellement vite de l'origine qu'on n'a pas trop le temps de les voir tourner. Ça, ce sont des caractéristiques qui sont valables pour les spirales du champ de vecteurs associé à la matrice conforme, avant le changement de base. Et puis le deuxième élément, ce sont les caractéristiques, la géométrie, si vous voulez, de la nouvelle base formée des vecteurs rouge et bleu, qui nous donne une idée approximative de la manière dont les spirales pour la matrice conforme, qui sont parfaitement isotropes, vont être déformées par le changement de base. Au niveau des paramètres delta et oméga, si vous regardez ce qui se passe entre les cas A, B, C, delta qui vaut gamma sur 2, il passe de très petit positif à presque égal à 1. Delta 1 passe à presque égal à 1 puisque gamma passe à presque égal à 2. Et puisque kappa égale 1, vous voyez que pendant que delta augmente, oméga, lui, il diminue depuis presque égal à 1 dans le cas A proche de 0 dans le cas C. Le dessin le plus facile à faire, c'est le cas A. Pourquoi? Parce qu'on est très proche d'un cas non amorti. Et dans le cas non amorti, on sait le faire, le dessin, on l'a fait. On l'a fait sur ce slide, ça correspondait au cas du milieu ici, des trajectoires qui tournaient sur des cercles. Donc dans le cas, on a des trajectoires qui sont presque circulaires, mais qui spiralent légèrement vers l'intérieur. Et si on veut vraiment être très très fin, on essaye de rendre compte d'un léger effet d'ellipticité lié au fait que la base rouge et bleue, c'est plus tout à fait une base orthonormale. Donc il y a un léger effet d'écrasement qui va s'accentuer un peu plus dans les cas suivants, qu'on voit, c'est légèrement écrasé, suivant cet axe-là qui serait une espèce de grand axe, et un axe transverse qui sera une sorte de petit axe. Dans le cas B du milieu, les effets s'accentuent un peu plus. On a des spirales qui se rapprochent un peu plus vite de 0. Et puis vous voyez, du fait de la géométrie de la base ici, un peu plus écrasé par rapport aux spirales parfaitement isotropes qu'on a pour la matrice conforme avant changement de base. Et puis dans le cas C, on a une valeur de oméga proche de 0.
Donc des spirales qui spiralent peu, qui tournent peu, ou plutôt qui s'écrasent très fortement pendant qu'elles font un tour. Et puis une distorsion due au changement de base dont on essaye de rendre compte au mieux, sans faire des miracles de précision pour tenir compte des deux vecteurs de base rouge et bleu ici. On va regarder ça sur la plate. Si on part du cas conservatif, trace nulle, d égale 0, déterminant 1, kappa égale 1, c égale moins 1, deux valeurs propres imaginaires pures, plus ou moins i. Je vais diminuer progressivement la trace, ou de manière équivalente diminuer progressivement d. Les valeurs propres vont devenir de parties réelles négatives. Leur partie imaginaire va diminuer. Et puis les trajectoires circulaires vont être transformées en spirales, qui au fur et à mesure qu'on va diminuer la trace, augmenter la dissipation, vont s'écraser de plus en plus vite vers 0. Et puis on essaiera de voir l'effet de distorsion de ces spirales. On y va. Là, j'ai très légèrement diminué la trace. Vous voyez, les valeurs propres sont devenues de parties réelles légèrement négatives. Et les trajectoires spiralent vers 0. C'est le cas A. Si on diminue un petit peu plus la trace, les spirales tendent de plus en plus vite vers 0. Bon, je continue la simulation. De plus en plus vite vers 0, de plus en plus vite vers 0. Vous voyez, alors que la partie réelle des valeurs propres devient de plus en plus négative, leur partie imaginaire diminue. Là, on a déjà dépassé le cas B. On est en train de se rapprocher du cas C. Et le cas C, on serait par là, avec des valeurs propres dont la partie imaginaire est devenue petite, si bien que les spirales n'ont pas le temps de faire un tour, qu'elles se sont déjà tellement écrasées sur 0 qu'on ne les voit plus tourner. Pourtant, elles font bien une infinité de tours. Et qu'est-ce qu'on voit arriver? La direction propre réelle, double, qui va apparaître quand on va atteindre la parabole. Si bien qu'une autre manière de dessiner le cas C, pour laquelle on ne voyait pas de manière très claire comment tenir compte de la distorsion ici liée au changement de base, c'est de s'appuyer sur le fait que C, on est proche du cas valeur propre réelle double, qu'on n'a pas encore tracé, mais une fois qu'on l'aura tracé, on pourra s'appuyer sur ce tracé pour dessiner ici un tracé avec spiralant, mais proche de ce qu'on trouvera pour la partie réelle double. Excusez-moi, pour la valeur propre réelle double. Et on en a dit suffisamment sur ce cas, on passe au cas suivant. Le cas d'un potentiel attractif, mais cette fois-ci amortissant fort. Fort, et on va aller jusqu'à l'amortissement critique. On y va tout de suite. Nous y voilà. C'est en quelque sorte la suite du cas précédent. Dans le cas précédent, on avait kappa égale 1, on avait augmenté la dissipation pour passer de A à B à C. Et on va continuer à l'augmenter pour arriver à ce cas A qui correspond à un amortissement critique, puis en augmentant la dissipation au cas B et C, amortissement fort. Alors l'ordre choisi entre les trois cas, il respecte la convention qu'on en donne les cas par distance croissante par rapport à l'origine du plan trace déterminant. En revanche, du point de vue de l'explication des portraits de phase, on va le prendre à l'envers pour terminer par le cas A. En effet, les cas les plus faciles, c'est les cas B et C, puisque dans les cas B et C, vous avez deux directions propres réelles. Alors on est dans le vert, donc les valeurs propres réelles sont strictement négatives, distinctes, donc on les note lambda plus et lambda moins. Et lambda plus et lambda moins, elles vont se confondre en une valeur propre unique lorsqu'on va atteindre la parabole, le cas A. A l'inverse, quand on s'éloigne de la parabole, on le voit, les deux valeurs propres s'éloignent, donc les deux directions propres s'éloignent aussi en angle. Dans les cas B et C, puisque les deux valeurs propres sont réelles négatives, on a un portrait de phase de type nœud attractif, avec des trajectoires qui, dans l'avenir, convergent toutes vers l'origine tangentiellement. Dans les cas B et C, puisque les deux valeurs propres sont réelles négatives, on a un portrait de phase de type nœud attractif, avec une direction propre faiblement attractive, on pourrait dire douce, bleue, et une direction propre fortement attractive, on pourrait dire violente, rouge, dans les deux cas B et C, et des trajectoires qui, en dehors des directions propres, convergent dans l'avenir quand t tend vers plus l'infini vers 0, tangentiellement,
à la direction propre la moins attractive, celle du vecteur bleu. On le voit ici, les trajectoires sont toutes tangentes, convergent vers 0 tangentiellement à la direction propre bleue. Pourquoi? Eh bien parce que la composante d'une solution suivant la direction propre rouge, suivant le mode propre rouge fortement attractif, converge vers 0, s'écrase sur 0 plus rapidement que la composante suivant la direction propre, le mode propre bleu, faiblement attractif. Lorsque t tend vers moins l'infini dans le passé, les deux composantes, la composante bleue et la composante rouge, croissent exponentiellement, mais celle qui croît le plus vite dans le passé, c'est la composante rouge. C'est celle qui s'écrase le plus vite dans l'avenir, c'est celle qui explose le plus vite dans le passé. Du coup, la direction asymptotique dans le passé, c'est la direction de la direction propre, fortement attractive. On le voit dans le cas C, et c'est aussi vrai dans le cas B. Avec ça, et en respectant en outre le fait qu'à chaque fois qu'une trajectoire traverse l'axe horizontal, le vecteur, enfin la trajectoire est tangente à la verticale, avec ça, vous avez tout ce qu'il faut pour tracer les portraits de phase dans les cas B et C. Reste le cas A. Alors le cas A, c'est le cas de l'amortissement critique, donc il y a une valeur propre réelle double. Et ça, on l'avait traité dans la section 4, mais on l'avait traité comme un complément hors programme. Alors vous pouvez utiliser les éléments de ce complément hors programme pour obtenir ce portrait de face par changement de base, mais il y a un moyen plus simple d'obtenir ce dessin, surtout si auparavant vous avez traité et tracé les cas C et B. Ça consiste à dire, vous voyez, le cas A, c'est la limite du portrait de face du cas B lorsque les valeurs propres se rapprochent de plus en plus l'une de l'autre jusqu'à se confondre. Autrement dit, vous partez du cas B et cette zone-là, entre les deux directions propres, vous la pincez de plus en plus jusqu'à ce qu'elle se réduise à une droite qui est l'unique direction propre qui va subsister dans le cas A. Et ça suffit largement pour rendre compte et pour dessiner le portrait de face dans le cas A. On voit tout ça sur la plate. Déterminant égal à 1, kappa égale 1. Dissipation importante, on est dans le vert. En gros, on est dans le cas C. Quand on va diminuer la dissipation, donc faire remonter vers la droite le curseur de la trace, ou bien de manière équivalente faire glisser vers la droite le curseur du coefficient D, les deux directions propres, ici vous voyez la direction propre fortement attractive ici, très verticale, et la direction propre faiblement attractive, moins verticale, plus horizontale. Quand on va diminuer la dissipation, ces deux directions propres vont se rapprocher, jusqu'à se confondre quand on va atteindre la parabole. Exactement ce qu'on a vu sur le slide. On y va. J'augmente légèrement la trace, donc je diminue la dissipation. Regardez, les directions propres sont en train de se rapprocher. Et vous voyez aussi en bas à gauche, les deux valeurs propres réelles sont en train de se rapprocher. Elles se rapprochent l'une de l'autre. Les directions propres se rapprochent au fur et à mesure qu'on s'approche de la parabole. Attention, les valeurs propres vont se confondre, les directions propres vont se confondre. Clac. On aboutit au cas A. Valeur propre réelle double, on la voit ici. Et bien sûr, si on diminue encore un peu plus la dissipation, ici on la diminue, ça va se mettre à spiraler. Si je reviens au cas A, valeur propre double, c'est bien le portrait de face qu'on avait ici, dans le cas 1. Et on peut passer au slide suivant. Et on retrouve ce slide super cool, l'analogue de celui-ci, le 97, mais dans ce cas d'un potentiel attractif et d'un amortissement fort, avec l'expression des solutions de l'équation différentielle, ici. Donc, il s'agit bien de solutions scalaires, c'est-à-dire à une seule composante x de t, et pas des solutions du système compagnon. Pour obtenir les solutions du système compagnon, il faudrait ajouter une deuxième composante y égale x point en fonction du temps. Ces solutions s'écrivent comme une combinaison linéaire des deux modes propres. À nouveau, il s'agit des modes propres scalaires, des modes propres de l'équation différentielle. Pour obtenir des modes propres du système, il faudrait leur rajouter une composante y égale x point.
Comme les deux valeurs propres sont réelles négatives, les deux modes propres sont stables ou attractifs. Ce sont deux exponentielles qui tendent vers 0. Mais il y a une valeur propre qui est plus négative que l'autre, c'est lambda moins. Et donc le mode propre associé à lambda moins, on peut le qualifier comme au premier semestre de mode propre violent, violemment attractif, violemment stable, alors que l'autre est plus doux. Et les signes de C+ et de C-, les deux coefficients de la combinaison linéaire, vont déterminer le type de la solution. 3 signes possibles, positif, négatif, nul, pour chacun des coefficients C+ et C-. Donc 3 fois 3 égale 9 combinaisons possibles de ces deux signes. Le type est qualifié de robuste si les deux coefficients C+ et C- sont non nuls, et non robuste si un des coefficients est nul. Non robuste parce qu'en ce cas, en perturbant légèrement la condition initiale et donc ce coefficient, on peut le rendre soit positif, soit négatif, donc on change de type. Puis vous avez en dessous le graphe de ces 9 types de solutions en fonction du temps, schéma sur lequel on voit clairement le fait que si le mode doux est présent, alors au niveau des couleurs, j'ai dessiné le mode doux en rouge et le mode violent en bleu, c'est peut-être pas l'idéal, mais enfin, tant pis, c'est comme ça. Si le mode doux est présent, il est dominant loin dans l'avenir, quand t tend vers plus l'infini. Et si le mode violent est présent, il est dominant dans le passé, quand t tend vers moins l'infini. Pourquoi? Parce que le mode doux s'amortit, s'écrase moins vite vers 0 dans l'avenir, et le mode violent explose, croît plus vite dans le passé. Il s'amortit aussi plus vite dans l'avenir. Et on retrouve sur cette figure, comme au premier semestre, l'illustration de ces 9 types de solutions, comme s'il s'agissait de l'évolution d'un point pesant sur une courbe de potentiel, donc soumis à gravité et à de la dissipation, à de l'amortissement, fort en l'occurrence ici. Et le lien entre tout ça, on l'avait fait au premier semestre, dans le cours d'équations différentielles. La seule chose qui nous reste à faire, c'est faire le lien avec le portrait de phase du système différentiel compagnon, dans le plan XX point. Bien sûr, c'est la même chose qu'au slide 97. La seule différence, c'est qu'il n'y a plus l'énergie. Enfin, je veux dire, ici au slide 103, il n'y a plus l'énergie. Il n'y a plus l'énergie. Pourquoi? L'énergie, elle est encore présente, elle existe encore. Elle a cette expression-là, avec kappa positif, potentiel attractif, strictement positif. Donc on a toujours son graphe qui est de ce type-là, en fonction de la taille de kappa. Et puis toujours ces ensembles de niveaux. Mais la différence, c'est que l'énergie n'est plus conservée. Donc les ensembles de niveaux de l'énergie ne nous donnent pas directement l'allure des trajectoires. La seule chose qu'on sait, c'est que l'énergie décroît avec le temps. Donc les trajectoires, dans le cas amorti, ne sont plus données par les ensembles de niveaux de l'énergie. Au contraire, ces trajectoires coupent les ensembles de niveaux de l'énergie. Elles les traversent, et elles les traversent toujours dans le même sens, en direction des énergies toujours les plus basses. Alors on aurait pu représenter les ensembles de niveaux de l'énergie pour s'assurer que c'est bien le cas, pour vérifier sur l'allure des trajectoires qu'effectivement on se déplace toujours vers des niveaux d'énergie plus bas. Mais bon, on n'a pas fait l'effort de le faire sur ce portrait de phase. Et au passage, c'est exactement la même chose dans la zone bleue, amortissement strictement positif, et dans la zone jaune, amortissement strictement positif. Bref, il nous faut faire le lien avec ce portrait de phase. Et le plus simple, comme dans le cas d'un potentiel répulsif, c'est de faire le lien entre ce portrait de phase et la figure du dessus, parce que dans les deux cas, la coordonnée x, c'est l'abscisse, ou plutôt l'abscisse, c'est la coordonnée x dans les deux cas. Et donc en s'appuyant sur la monotonie ou non de cette coordonnée x en fonction du temps et la vitesse de convergence vers 0 dans l'avenir, la vitesse de convergence vers l'infini, plus ou moins l'infini, dans le passé, on fait très facilement la correspondance entre ces deux figures. Alors allons-y, attribuons à ces 9 types de trajectoires dans l'espace des phases un numéro, enfin le bon numéro par rapport à ces 9 cas. Le cas 1, c'est une solution qui ne bouge pas. Dans le cas 2, on a seulement le mode propre doux et la solution converge vers 0 depuis la gauche.
c'est ce cas-là. Les modes propres doux pour le système, c'est les modes propres qui se trouvent dans cette direction propre, faiblement attractive, et les modes violents, ceux qui se trouvent sur cette direction propre, fortement attractive. Bon, le 3 c'est la même chose, seulement le mode doux, mais il arrive par la droite, il converge vers 0 par la droite, donc il est là. La 4, c'est seulement le mode violent, à la fois dans le passé et dans l'avenir, et il tend vers 0 par la gauche, donc c'est celui-là. La 5, pareil, seulement le mode violent, mais il converge vers 0 depuis la droite, c'est celui-là. La 6 exprime les deux modes, si je puis dire, et a suffisamment d'impulsion d'énergie pour traverser ici l'équilibre en 0, et donc elle fait une demi-oscillation, et elle revient par la droite. Sur l'espace des phases, la voilà. Le moment où sa vitesse s'annule sur la trajectoire, c'est ce point-là, et le moment où la solution traverse le point d'équilibre, on ne le voit pas sur le portrait de phase, il faudrait revenir plus en arrière sur cette trajectoire, plus haut, mais il y a bien un moment où, effectivement, où cette trajectoire coupe l'axe des Y. Bon, la 7, c'est la même chose, mais avec les monotonies opposées. La voilà. Et la 8 et la 9, c'est à nouveau des solutions robustes qui expriment les deux modes, mais cette fois-ci pour des solutions monotones qui, dans l'avenir, n'ont pas suffisamment d'impulsion pour traverser le point d'équilibre. Donc elles y vont directement. Et de manière douce. Les voilà, la 8 et la 9. Les modes robustes, ici, les 4 derniers, sont ceux qui expriment les deux modes. Les modes non robustes, ils expriment seulement un mode ou aucun des deux. Les modes non robustes, c'est ceux qui sont sur les directions propres, donc dont les conditions initiales sont situées exactement sur une des directions propres. Bien sûr, ce n'est pas générique. Si vous prenez une condition initiale au hasard, en général, elle sera en dehors des directions propres. D'où le fait que robuste est synonyme ou équivalent à générique. En particulier, les solutions de type 4 et 5, les trajectoires associées, jouent ce rôle de transition, de séparation, et puis aussi la direction propre faiblement attractive, donc les solutions de type 2 et 3, jouent un rôle de séparation entre les conditions initiales pour lesquelles la solution va être monotone, dans ces deux secteurs assurés, et puis les conditions initiales pour lesquelles la solution va faire une demi-oscillation dans les deux secteurs non assurés, 6 et 7. Voilà, on en a suffisamment dit sur ce slide, on peut passer au slide suivant. Et il ne nous reste plus qu'un seul cas à traiter, celui d'un amortissement critique. En plus, on l'avait déjà un petit peu traité précédemment. On y va tout de suite. On touche au but. Potentiel attractif, amortissement critique. Potentiel attractif, amortissement critique. Dans ce cas-là, on a une unique valeur propre qui vaut moins gamma sur 2, qui est strictement négative. Et dans le plan trace déterminant, on se trouve sur la parabole côté gauche, puisqu'on a supposé l'amortissement strictement positif, critique mais strictement positif. On a considéré 3 cas, A, B, C, toujours en partant de l'origine du plan déterminant, puis en s'en éloignant pour les ordonner, ces 3 cas. Cas A, kappa petit, cas B, kappa moyen, kappa égale 1, cas C, kappa grand. Dans chacun de ces portraits de phase, ce qui est très facile à tracer, c'est la direction propre, puisque l'expression d'un vecteur propre, comme toujours, c'est 1 lambda. Lambda est négatif, petit, direction propre faiblement inclinée, négatif moyen, négatif grand. Cette unique direction propre, elle est attractive dans les 3 cas. Et donc ce qui reste à représenter, c'est l'allure du portrait de phase en dehors des directions propres, de la direction propre. En fait, dans le cas kappa égale 1, on l'avait déjà obtenu, ce portrait de phase. Ici, on l'avait obtenu comme limite des portraits de phase à amortissement fort quand on diminue l'amortissement jusqu'à ce qu'il devienne critique. Bon écoutez, dans les deux autres cas, il suffit d'adapter ce portrait de phase pour tenir compte du fait qu'ici, la dissipation est faible, et donc la vitesse varie lentement, ce qui donne cette trajectoire relativement horizontale. Si on était exactement à l'origine du plan trace déterminant, ici, on aurait ce cas-là.
des trajectoires horizontales, vitesse constante. En se décalant légèrement depuis cette origine pour arriver au cas A ici, plutôt lorsque vous faites cette modification de la valeur des deux paramètres, passer de l'origine à A, eh bien vous passez de ce portrait de phase à un portrait de phase quantitativement proche, c'est-à-dire qui ressemble, sauf que maintenant on a cette direction propre qui était neutre lorsque les deux paramètres valaient 0, elle était constituée d'équilibre dans ce cas-là, qui est devenue attractive. On pourrait dire attractive faiblement parce que la valeur propre est négative mais proche de 0, et donc la direction propre est légèrement inclinée par rapport à l'horizontale. On a bien toujours au niveau de l'axe des x des trajectoires qui, au moment où elles coupent l'axe des x, ont une tangente verticale, parce qu'en ce point-là, les vecteurs du champ sont verticaux, mais en dehors d'un secteur étroit autour de l'axe des x, les trajectoires sont plutôt proches de l'horizontale. Voilà pour le cas A. Le cas B, on l'avait traité, et puis le cas C, la direction propre, elle est proche de la verticale maintenant, puisque les valeurs propres sont grandes négatives. La dissipation gamma est grande, et donc on a dans l'ensemble un portrait de phase similaire au cas B, mais avec des trajectoires dans l'ensemble plus verticales, qui traduisent cet amortissement plus fort. On pourrait aussi tracer ces trois portraits de phase en s'appuyant sur le complément, mais qui est hors programme, de la section 4, précisément dans le cas d'une matrice non diagonalisable. Donc en se ramenant à une matrice triangulaire par changement de base. Mais vous avez vu, on n'en a pas eu réellement besoin. En raisonnant de proche en proche, de proche en proche, et de proche en proche, de proche en proche, on arrive très bien à rendre compte, à reproduire ces dessins de manière satisfaisante et suffisante. On se refait un petit passage par la plette. Si on part de l'origine C et D égale 0, trace et déterminant égale 0, et qu'on se décale un petit peu sur la gauche, vers la gauche en restant sur la parabole, voilà, c'est ce qu'on a fait là, et on obtient un portrait de phase qui correspond au cas A. Au passage, vous observez les deux valeurs propres, enfin la valeur propre double, réelle, négative, mais proche de 0. On va se décaler un peu plus loin sur la parabole. Déterminant 1, trace moins 2, c'est le cas B. Et puis si on se décale encore un peu plus loin, nous y voilà. La valeur propre double réelle a diminué, elle avait déjà diminué dans le cas B, maintenant elle a encore diminué, elle est plus négative. Et puis vous obtenez un portrait de phase qui correspond au cas C. Et vous savez quoi, la grande nouvelle? Il ne nous reste plus qu'un slide. On y va. Mais c'est encore notre slide super cool. C'est le troisième et dernier, celui qui correspond à ce cas d'un amortissement critique. Et on retrouve ce qu'on avait vu au premier semestre. L'expression des solutions de l'équation différentielle, c'est-à-dire des solutions scalaires, avec seulement la composante x en fonction du temps. Pour obtenir les solutions du système compagnon, il faudrait rajouter la deuxième composante y égale x point. Dans ce cas, on a une seule valeur propre, réelle négative, donc un seul mode propre scalaire, cette fonction à puissance lambda t, et l'expression générale des solutions qu'on avait obtenue dans le chapitre équation différentielle et qu'on a retrouvé dans le cas des systèmes différentiels et en particulier système différentiel compagnon, mais c'est labellisé complément hors programme. Mais si vous voulez regarder, c'est à la fin de la vidéo précédente. Cette expression générale des solutions, c'est une combinaison linéaire de deux solutions. Le mode propre scalaire, constante C, et puis une deuxième solution qui fait intervenir un facteur T, avec une constante notée C'. Seconde solution qu'on avait interprétée dans le complément hors programme à la fin de la section 4, consacrée à ce cas valeur propre réelle double matrice non diagonalisable. Donc ça c'est hors programme, vous n'êtes vraiment pas obligé d'aller regarder, mais je le mentionne juste. On avait interprété ce facteur T comme une réponse résonante à une sorte d'auto-forçage. Bref, on a une solution de ce type-là, et cette fois-ci, en fonction des signes de C et de C',
on ne distingue que 5 cas. Pourquoi? Eh bien parce que si C' est non nul, ce terme-là est dominant par rapport à C, à la fois loin dans le passé, quand T est grand négatif, et loin dans l'avenir, quand T est grand positif. Et donc si C' est non nul, le signe de C n'influe pas sur le type de solution. Donc on retrouve nos 5 types de solutions du premier semestre. Pour que la solution soit robuste, il suffit que C' soit non nul. Dans le cas contraire, C' nul, elle n'est pas robuste. Au-dessous, vous avez le graphe des solutions, des types de solutions dans ces 5 cas. En bleu, les cas où C' est non nul, qui explose plus vite dans le passé à cause du facteur T et qui s'écrase vers 0 plus lentement dans l'avenir, toujours à cause du facteur T, et qui change de monotonie, plus exactement qui change de signe, toujours à cause du facteur T, et ce changement de signe induit un changement de monotonie parce qu'ensuite ils reviennent vers 0. Et puis les solutions rouges, celles pour lesquelles C' vaut 0, donc seul le mode propre s'exprime, qui explose donc un peu moins vite dans le passé et qui s'écrase vers 0 un peu plus vite dans l'avenir. Ici, le comportement de ces solutions comme un point pesant dans un potentiel soumis à gravité et dissipation, avec cette convention graphique que la flèche en pointillé accentue en quelque sorte l'effet de la flèche pleine ici, et au contraire la tempère un peu ici. Donc cette flèche en pointillé, c'est l'effet du facteur T. Et donc les types 4 et 5, sur lesquels on voit apparaître ces flèches en pointillé, sont ceux pour lesquels C' est non nul. Donc le facteur T s'exprime. Et il nous reste le meilleur, le plus cool, le plus facile, le plus sympa. Identifier sur le portrait de phase en bas à droite les 5 types de solutions. Super facile en faisant le lien avec le dessin du dessus, puisque dans les deux dessins, l'abscisse, c'est X. La solution de type 1, elle ne bouge pas. 2 et 3, c'est des solutions monotones, qui expriment seulement le mode propre, et pas l'espèce de réponse résonante avec le T. Donc c'est les solutions qui se trouvent sur la direction propre. Et puis 4 et 5, c'est les solutions qui expriment cette espèce de réponse résonante avec le T. Et bien, c'est toutes les autres trajectoires, de part et d'autre, de cette direction propre. Sur la trajectoire, sur la type de solution numéro 4, ce point ici, où la coordonnée x de t atteint un maximum et change de monotonie, qui se trouve par ici sur le graphe, c'est un maximum assez plat, mais c'est quand même un maximum, il correspond à ce point-là dans l'espace des phases. Coordonnée x maximale, vitesse x point, nul. Et ce point-là, alors, il correspond à quoi? Ce point-là aussi, c'est une sorte de maximum, ou plutôt de minimum. Mais là, c'est un minimum de la vitesse. Donc celui-là, sur ce dessin-là, il se trouve quelque part dans cette zone-là, je ne sais pas très bien où. Il est lié simplement au fait que votre vitesse s'annule, vous redégringolez, donc forcément, votre vitesse devient négative, et comme elle va converger vers 0, elle passe par un extrémum, ici un minimum. Et là, je vais vous donner une grande nouvelle. Et un deuxième secret. Ça n'a sûrement pas dû être toujours facile, et ça vous a demandé des efforts. Et le secret, c'est que, à moi aussi. Mais on a terminé. Alors bien sûr, on peut toujours vouloir en faire plus. On peut toujours se dire, mais c'est tellement cool que j'ai envie d'aller encore plus loin. Encore plus loin. Encore plus loin. Pour voir les phénomènes à l'œuvre, mais sur d'autres équations. Mais ça, vous avez tout le temps, toute la vie devant vous pour le faire. Pour l'instant, en ce qui concerne les systèmes différentiels, et en particulier les systèmes différentiels compagnons, on a terminé. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous entendez ces mots, c'est que vous êtes allé jusqu'au bout. Et donc, bravo. Mission accomplie.